BHL, d'ailleurs, je le cite dans mon livre, que j'ai nommé MST, et c'est quelqu'un qui, il est certain qu'il agit dans l'ombre, il doit intervenir énormément de fois dans l'intérêt du Mossad. D'abord, je suis très intéressé par tout ce qui se passe en Israël. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai envie de comprendre. Et je suis de près l'actualité, et donc je n'hésite pas à aller dans les milieux juifs, enfin dans les médias juifs, pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Et quand j'ai appris l'existence des Sayanim dans les livres anglo-saxons, j'ai fait le lien automatiquement avec les juifs français qui, en France, appuient la politique d'Israël, que ce soit dans les milieux francs-maçons, que ce soit dans les médias, que ce soit en économie, etc. Et c'est ce lien qu'à un moment donné, que j'avais envie d'expliquer sous forme de roman, parce que le roman donne une grande liberté, mais en même temps basé sur des faits réels, comme l'existence d'une loge sioniste au Grand Orient de France, etc. Donc c'était ce désir de montrer aux gens que des Sayanim existent. Ça veut dire que des Juifs travaillaient volontairement pour le Mossad et suivaient ses directives pour favoriser la politique d'Israël. La politique sioniste. La politique sioniste. Pour être un Sayan, il ne suffit pas d'être juif. Moi, on ne m'approchera jamais pour être un Sayan, enfin, c'est évident. Il faut appartenir déjà à certains milieux juifs qui sont connus, comme le Bnei Brit, comme l'UEJF, etc. Bon. Donc, tout juif, même pro-israélien, n'est pas un Sayan non plus. Pourquoi? Parce que, disons, moi j'estime qu'il y aurait 3 000 à 4 000 Sayanim en France. Parce que le Mossad n'a pas besoin de plus. Avec 3 000, 4 000, il couvre quasiment toutes les couches de la société. Bon, s'il a un besoin particulier, il irait frapper à une porte, certes. Mais s'il y a 50 000 juifs pro-israéliens en France, le Mossad n'en recrute que 3 ou 4 000 Sayanim. Et donc, ces Sayanim ne sont pas des agents normaux, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ils continuent à vivre leur vie tranquille, et le jour où on actionne, voilà, ils peuvent intervenir. Par exemple, le Mossad a besoin d'un appartement, d'une cache, il s'adresse à un agent immobilier qui lui trouve un appartement, etc. Maquiller une voiture, il s'adresse à un garagiste. Voilà, tout ça pour aider, ou bien par exemple pour décrocher une interview dans un média, etc. Bon. Donc, tous les juifs, même pro-israéliens, ne sont pas sayanim. Julien Drey, c'est certainement un pro-israélien. Est-ce qu'il est sayan? Enfin, je ne me prononcerai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer sur quelqu'un ou sur un autre. Mais on peut juger de leur implication que certainement, s'ils ne sont pas des sayanim, ce sont des gens qui sont tout à fait prêts à le devenir. Non, en fait, un réseau d'espions classique est très coûteux en hommes et en moyens. Je vous donne un exemple simple, qui est cité par un Sayan qui s'appelle Victor, pas par un Sayan, c'est un ancien du Mossad, Victor Ostrovsky, qui a abandonné le Mossad et qui avait écrit un livre où il parle beaucoup des Sayanim. Il disait justement que pour l'URSS, mettons par exemple, un pays étranger qui veut avoir une antenne en France, à Paris, d'espionnage, bon, qui soit valable, il lui faut entre 100 et 200 agents espions pour créer vraiment un tissu. Le Mossad n'a besoin que de 5 ou 6 agents. Pourquoi? Parce qu'il a des milliers qui peuvent se porter volontaires pour donner des coups de main. C'est quoi ces coups de main? Il y a un exemple qui est connu, qui est cité par Victor Ostrovsky. Le Mossad place ces gens partout, c'est-à-dire dans les ministères, dans les grands hôtels, dans les agents immobiliers, dans les médias. Donc, quand ils veulent faire agir dans un sens ou l'autre, ils ont des agents. Par exemple, lorsque l'Irak a signé un contrat nucléaire avec la France, ils ont envoyé des scientifiques irakiens à Saclay pour être formés. Évidemment, le Mossad savait qu'il y avait des scientifiques irakiens et ils voulaient avoir leur dossier. Bon,
Un service secret normal, ça lui aurait pris, je sais pas moi, quelques semaines pour éventuellement faire une effraction ou acheter quelqu'un. Le Mossad n'a pas besoin. Il a un Sayan à l'intérieur de sa clé. Il l'appelle, on veut les dossiers, il les donne. Donc, par exemple, prenons l'affaire de Gilad Shalit, ce soldat qui a été enlevé par le Hamas. Bon, vous avez remarqué que son père, là je viens d'ailleurs d'écrire dans mon blog, son père est reçu par Merkel, Sarkozy, par Obama, par le secrétaire général de l'ONU. C'est le père d'un caporal d'une armée d'occupation, qui est reçu par tout le gratin du monde entier, et pas une fois, 10 fois. Comment ça se fait? Enfin, même un général américain n'aurait pas eu ce traitement. Et bien ça, c'est le travail des Sayanim. C'est-à-dire, là où ils sont, ils poussent à en faire une affaire extraordinaire. C'est tout ce réseau. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Mossad peut puiser. Il a presque 1 million de juifs dans le monde qui seraient prêts à travailler pour lui. Pourquoi j'avance ce chiffre? Parce qu'il y a la franc-maçonnerie juive internationale qui s'appelle le Bnei Brit, qui réunit 500 000 membres à travers le monde. Et parmi le gratin de sociétés juives dans le monde. Or, ces gens n'ont qu'une obsession, aider Israël par tous les moyens. Si le Mossad a besoin d'un scientifique, d'un professeur d'université, de n'importe qui, il va le voir, il lui dit pour Israël, vous allez travailler pour nous, le type est tout à fait d'accord. Oui, je peux avoir une idée, par exemple pour l'affaire des escamps. Bon, il y a certainement qu'à New York, il doit y avoir, je ne sais pas moi, minimum 10 000 Sayanim qui sont prêts. Donc, s'ils sont dans les milieux de la justice, bon, c'est vrai que la justice est indépendante, c'est vrai que l'information est indépendante, etc. Mais enfin, si on a des Sayanim bien implantés dans les grands journaux, à la télévision, et je suis sûr qu'à New York, ça ne doit pas manquer. Donc ils peuvent influencer quand même, ils peuvent influer dans beaucoup de sens. Concrètement, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, parce que bon, pour savoir ce qui s'est passé, il faut être à l'intérieur. Mais c'est sûr que, vu comment ça s'est terminé, il y a eu certainement des gens qui ont travaillé dans l'ombre pour faire avancer la cause, parce que DSK, c'est certainement quelqu'un qui est très apprécié du Mossad. D'abord, je suis passé par là, je peux en témoigner. C'est-à-dire, je suis passé par là, c'est-à-dire, je suis né juif, j'ai grandi dans un milieu juif, donc assez traditionnel, et quand à 16-17 ans, on m'a proposé d'entrer dans un mouvement sioniste au Maroc, je suis entré avec allégresse, avec enthousiasme, parce que on a développé chez nous l'idée qu'Israël représentait les Juifs, etc. Il y a un mythe. Et ce mythe se transmet dans les institutions, dans les synagogues, dans les écoles, etc. Bon, d'une part. Deuxièmement, le travail des sionistes, et je ne sais pas si on le sait, mais l'idéologie sioniste, jusqu'en 1948, était très minoritaire dans tous les milieux juifs du monde. Il faut le savoir. C'est-à-dire, cette idée du sionisme, qu'il faut créer un État, etc., n'avait peut-être l'aval que de 5 à 10% des juifs dans le monde. Même, moi je me souviens que nos rabbins, nos dirigeants à Meknès, nous mettaient en garde contre les sionistes. Donc le sionisme ne s'est imposé que parce que d'abord, ils ont réussi à vaincre en Israël même, c'est-à-dire la communauté, les juifs, le Yishuv, comme on l'appelle, la communauté juive qui existait en Palestine, n'était pas totalement sioniste, n'était pas totalement acquise à l'idéologie sioniste, c'est-à-dire de créer un État juif en dehors des Arabes. Donc c'est un groupe restreint qui a réussi à imposer cette idéologie. Bon. Et il a réussi à l'imposer petit à petit à toutes les communautés en plaçant, en influençant les dirigeants, avec avec évidemment le souvenir de la Shoah, et puis en éliminant petit à petit ceux qui s'y opposaient. Par exemple en France, on n'entend jamais parler ceux qui s'opposent. C'est-à-dire, ceux qui s'opposent ne sont que des voix isolées. Les institutions juives, ceux qui représentent la communauté officiellement, comme le CRIF, l'UEJF, sont à 100% acquis à l'idéologie sioniste, ce qui donne l'idée que tous les juifs sont sionistes. C'est pas vrai, ils ne sont pas tous acquis. Ben, c'est un lobby juif et sioniste. C'est-à-dire, au départ, ils travaillent... Enfin,
C'est-à-dire les deux termes se recouvrent, disons, dans un sens. C'est-à-dire, le lobby juif et le lobby sioniste n'en font qu'un. Voilà, en fait. C'est-à-dire, il peut y avoir quelques différences, enfin, mais en fait, ce sont les mêmes personnes. BHL, d'ailleurs, je le cite dans mon livre, enfin, que j'ai nommé MST, et c'est quelqu'un il est certain qu'il agit dans l'ombre, il doit intervenir énormément de fois dans l'intérêt du Mossad. Aux États-Unis, on appelle les choses par leur nom. Voilà. Il y a un lobby juif, bon, voilà, la PAC, c'est un lobby juif. Bon. Donc, ce qui peut s'apparenter à un lobby juif en France, son existence est quasiment, il dédie son action, 90% de son action est dédiée à la défense d'Israël. Donc en fait, ce sont des, comment dire, ça se recouvre. Je suis convaincu que l'affaire du voile islamique est une affaire montée par les sionistes, par les juifs sionistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire aux musulmans, voilà, il va falloir que vous couchiez un peu. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui faites les lois ici, vous n'allez pas vous exprimer comme vous voulez, etc. Je me souviens comment l'affaire du voile a été lancée dans les écoles, enfin dans les lycées. C'est extraordinaire. Il y avait 3 députés qui l'avaient lancé, 3 personnes, dont 2, je suis sûr, je retiens les noms, c'est probablement des judéo-sionistes. C'était à l'époque, c'était Julien Drey et Jacques Lang, et le 3e, je ne sais plus lequel. Ils ont lancé ça comme... C'était orchestré. Moi, quand je regarde les médias, j'observe et j'analyse, et je me dis, mais c'est extraordinaire. En une semaine, ils ont lancé le débat, les médias les ont repris, et c'était devenu une affaire nationale, et un mois après, le Parlement a voté la loi. C'est fabuleux. C'est sûr qu'il y a eu une interpellation du CRIF vis-à-vis du CSA, on en a l'habitude maintenant. Chaque fois que le CRIF trouve quelque chose d'injustifié, s'adresse carrément au président, au ministre, etc. Donc, l'envoie une lettre et le CSA s'exécute. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne réussit pas toujours. Heureusement, ça veut dire que les choses sont en train de changer quand même. Par exemple, ils ont interpellé Hachette, les éditions Hachette, pour que dans les éditions Hachette, on n'utilise pas le mot Nakba. C'est quand même incroyable. La Nakba, c'est un terme catastrophe chez les Palestiniens. Voilà. Eh bien, ils ont demandé à ce que le terme Nakba soit enlevé des manuels scolaires d'histoire. Ben, Hachette n'a pas accédé à cette demande. Ou bien quand la LDJ s'est infiltrée dans les locaux de Hachette, il y a une vidéo là-dessus, pour leur dire, il y a une image qui doit être retirée des livres de 5e. Enfin, donc, il y a quand même, je pense qu'on est en train, le lobby juif ou judéo-sioniste commence à rencontrer ses limites. Est-ce que c'est l'image d'un enfant voilà, qui est entouré de soldats? D'une petite fille qui passe dans une ruelle d'une vieille ville, mettons probablement Jérusalem, ou une vieille ville palestinienne, et qui passe entre des soldats israéliens qui sont... Qui ne disent rien, vraiment. Qui ne disent rien. Oui. Mais en fait, ça résume, c'est ça la vie de ces enfants, c'est-à-dire ils vivent sous occupation. Là, il faut que j'apporte une précision et une réserve. Le Grand Orient n'est pas du tout infiltré par les Sayanim, ni par les Juifs, ni par l'idéologie sioniste. Enfin, ça c'est mon opinion. Je veux dire, je connais même assez, j'ai rencontré même des gens assez haut placés pour me faire une idée. Bon, l'écrasante majorité des francs-maçons ne s'occupe pas d'Israël, ni de la politique internationale. S'occupe plus de la philosophie, du symbolisme et des questions de société au Grand Orient de France. Bon. Et c'est pour cela, d'abord, il y a une précision à apporter. Les Juifs, les judéo-sionistes, comme je les appelle, ou les Sayanim, francs-maçons, ils ont créé une loge au sein de l'obédience du Grand Orient de France. Or, une loge ne représente, il faut dire qu'il y a 2000 à 3000 loges au Grand Orient de France. Donc c'est une seule loge, sur 2000 ou 3000. Donc c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. C'est juste pour montrer pourquoi j'ai donné cet exemple, qui est vrai d'ailleurs. Cette loge existe. Sauf que c'est ça le pouvoir et la volonté des Sayanim. C'est-à-dire
d'influer dans tous les milieux. Parce que c'est quand même une loge qui fait partir entre 150 et 200 personnes chaque année en Israël, dans un voyage organisé par le ministère des Affaires étrangères israélien, donc qui leur font des discours, qui leur font visiter comme on dit entre guillemets, le mur de sécurité, la barrière de sécurité, etc. Et l'objectif, moi on m'a approché parce que je m'appelais Jacob Cohen. On m'a approché en tant que franc-maçon, on m'a dit mon frère, la situation est grave en 2002, on va créer une loge pour aider Israël, pour défendre Israël, pour apporter notre pierre, comme disent les maçons, à la défense d'Israël. Donc on crée une loge qui répand ses idées. Bon, ceci dit, il faut dire qu'il y a des limites. Enfin, je veux dire, c'est très limité leur action. Mais enfin, 150 à 200 personnes qui partent chaque année en Israël en voyage organisé, ça fait toujours du monde. C'est ça aussi. C'est le travail de SAP. C'est-à-dire, là où on est, là où on peut agir, bon, on essaye de convaincre. Voilà. Ça, on n'y arrive jamais. Vous savez, c'est... moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous prenez un juif français, mettons, libéral, c'est-à-dire humaniste, qui lit Le Monde, je dis ça parce que j'en ai connu un, voilà, un médecin qui lit Le Monde, il a la cinquantaine, il est d'origine égyptienne, donc un homme bien, sous tout rapport, sauf quand on commence à parler d'Israël. Alors là, c'est le personnage se transforme. Il oublie les droits de l'homme, il oublie tout. Voilà, c'est terrible ce qui se passe, c'est ça qui est incroyable. Ils ont développé cette paranoïa, c'est-à-dire le gars en question, il dit le monde tout en sachant que le monde est anti-israélien, enfin, tout en croyant, parce que toute critique d'Israël leur est intolérable. Voilà. Donc en fait, pour eux, ils veulent garder cette image du bon Israël, qui vivent sur évidemment, c'est une image que la propagande sioniste a réussi à imposer pendant 50 ans, d'une manière absolument géniale, il faut dire. Du petit pays qui veut la paix, qui est entouré d'ennemis irréductibles. Comme avait dit Ehud Barak un jour, l'actuel ministre de la Défense, Israël est une jungle, est une villa dans une jungle. Donc vous voyez déjà l'image qu'on essaye d'imposer aux gens. Et malheureusement, quand on est... Bon, il y en a qui s'en sortent. Après tout, moi aussi, j'étais sioniste à 20 ans. Bon. Mais enfin, il y en a quand même qui s'en sortent, enfin, qui commencent à lire, qui entendent d'autres choses. Mais ceux qui sont vraiment là-dedans, c'est-à-dire les militants du Bnei Brit, du CRIF, de l'UJF, je pense qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas grand-chose à espérer. C'est une conviction personnelle. C'est perso, soit on enlève, soit on la garde. Non, non, une conviction personnelle, certainement. Ils sont liés, certainement. Et je vais vous raconter pas une anecdote, mais enfin un souvenir. Moi, j'écoute régulièrement un bulletin d'information d'une radio juive à 7h30 du matin. Bon. Et comme je vous l'ai dit, j'aime suivre ce qui se passe en Israël par les médias juifs, entre autres, pour comprendre ce qui se passe. Et je me souviens très bien que le 12 septembre au matin, 7h30, la journaliste avait commencé son bulletin d'information en disant « Hier, il y a eu un miracle extraordinaire, le 11 septembre. Il y avait un grand chef d'entreprise, très très important, qui travaille dans les deux tours, qui avait invité les 500 plus grands responsables économiques, etc., de sociétés, qui travaillaient dans les deux tours. Il les a invités chez lui, le jour du 11 septembre, pour fêter, pour une fête religieuse, une circoncision, qui n'aurait pas dû avoir lieu ce jour-là. Or, alors que la prescription religieuse pour la circoncision est très stricte, il faut que ce soit le 8e jour. Or, il leur a dit, venez avant ou après, je ne me souviens plus, mais en tout cas, toujours est-il que 500 personnes parmi les plus importantes des deux tours juives ont échappé par miracle, ont été informées à la dernière minute par miracle et ont échappé. Et depuis, cette information avait disparu totalement des médias juifs et israéliens. Bon, maintenant, j'ai lu aussi d'autres cas, par exemple dans le livre d'Éric Laurent,
où il racontait l'histoire d'agents du Mossad qui étaient sur un camion, qui dansaient quand il est tombé. De toutes les façons, c'est tellement gros qu'on ne peut pas imaginer que les services secrets américains n'aient pas influé d'une manière ou d'une autre, et certainement le Mossad qui est très très fort qui est très fort dans ces choses-là. Je reste vraiment interloqué. Par exemple, je prends comme... alors, ce qui est bizarre, par exemple, la FPS, l'Association France pour la Palestine, enfin, pour la Palestine Solidarité, qui a à peu près, ils ont quelque chose comme 60 à 70 associations à travers la France. J'ai pris les adresses de chacune et je leur ai envoyé le livre et la quatrième, etc. Aucune ne m'a répondu. Et j'ai envoyé à d'autres, par exemple tout à l'heure je citais Euro-Palestine Capgipo, dont le vice-président m'a envoyé un petit mot gentil pour dire qu'il avait beaucoup apprécié le livre. Bon, ils sont quand même, ils ont une librairie, ils organisent des conférences, ils peuvent faire... Non, ils n'ont pas levé le petit doigt pour ce livre. Et je reste vraiment sans voix. Autant pour d'autres choses, peut exprimer au moins une hypothèse. Mais là, je ne commande pas. Vraiment, je commande. C'est quand même un livre qui apporte pas mal de l'eau à leur moulin, enfin, au moulin de tous ceux qui se battent pour la justice en Palestine. D'ailleurs, j'ai dédié le livre à tous ceux qui se battent pour la justice en Palestine. Donc, j'aurais au moins voulu que ceux qui se battent apportent leur soutien, leur contribution, mais non. En gros, vêtu Malek Bouti, quoi. Oui, tout à fait. Malek Bouti, c'est quelqu'un qui, vraiment, il a déclaré « La Palestine, je m'en bats les couilles ». Moi, je suis fasciné comment on a créé une association SOS Racisme, qui est pratiquement, comment dire, pas l'esclave, mais enfin, bon, un rouage essentiel du système sioniste. SOS Racisme n'a jamais critiqué l'occupation sioniste. Jamais. Alors que c'est une association qui est composée de 99% d'Arabes et de Noirs, qui devrait avoir une sensibilité particulière. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui ose soulever cette question, il est automatiquement jeté. Ou bien il reste vraiment à la base. Il faut décrypter pas mal de choses, parce que moi j'ai écrit ce livre parce que j'aimerais que les gens décryptent. Lorsque Dieudonné a fait son sketch, bon, et donc il a été assassiné quasiment, les sionistes ont eu cette idée de dire non, on peut vraiment rire, hein, c'est pas, mais il faut rire, mais dans la bonne humeur et sans être antisémite ni raciste. D'ailleurs, la preuve, on va organiser une soirée rire contre le racisme. Et évidemment, ils ont, avec l'argent qu'ils ont et les relations qu'ils ont, d'ailleurs, c'est une émission, c'est une soirée qui passe à la télé, qui passe sur France 2, sur France 5, etc. Donc, voilà le travail des Sayanim. On leur dit, il faut que cette soirée passe. Et donc, elle passe. Donc, pour dire aux gens quoi? Ça veut dire, c'est pas la peine de taper sur Israël et la colonisation et tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous, on a envie de rire, mais de rire de bon cœur. Voilà, pourquoi ramener toujours ce genre de trucs qui pèsent Nous, on est dans la bonne humeur, on est entre nous, on peut rire entre juifs et arabes, mais rire bien. C'est ça, rire contre le racisme. Et qui en a été, qui a lancé SOS Racisme, évidemment, sous les ordres. Tout ça marche comme ça. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a gardé la mentalité du colonisé. Du bon musulman qui se laisse caresser par le colonisateur et qui répond présent, à qui on dit bon voilà, il faut dialoguer. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que le CRIF lance souvent, partout, le dialogue, comme si rien ne se passait là-bas. Oublions ce qui se passe dans cette région et dialoguons. Et on ne peut pas oublier quand même. On ne peut pas aller dîner avec le CRIF
alors que le CRIF soutient l'occupation, enfin soutient la politique israélienne dans toute son abjection, et faire comme si de rien n'était, et dîner en disant « vive le dialogue ». Enfin, c'est complètement aberrant. Ou alors on est couché. Voilà. Et bien, il y a des gens qui vivent couchés, et il y a des gens qui vivent debout. Ce Dalil Boubaker, il a la mentalité de l'ancien colonisé. Voilà. Il vit couché.